sais pas si je connais l'amour. Mais ce que je sais, c'est qu'en amour, on sait jamais. Mon frère, dis-moi, oh dis-moi, oh dis-moi. Ma soeur, dis-moi, est-ce que tu connais l'amour? Moi, je ne sais pas si je connais l'amour. Mais ce que je sais, c'est qu'en amour, on sait jamais. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. J'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris. Je suis tombé dedans. L'amour est une notion qui fait raisonner sans raison. Des sentiments bizarres qui te fait tourner en rond. La seule chose qui te touche, c'est de nous même quand tu te couches. Moi, je n'ai plus de doute. En matière d'amour, on fait pas la bouche. Et quand ça te prend, tu deviens bon fou. Tu parles seulement. J'ai dit quand ça te pique, y a pas son médicament. Sérieux, quand ça t'attrape, de main derrière, tu passes devant. Moi, je n'ai plus de doute. En matière d'amour, on fait pas la bouche. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. J'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris. Je suis tombé dedans. Je disais à mes amis que je n'ai pas le temps pour ça. Durer dans une relation, moi je ne suis pas détente. Aujourd'hui je suis avec Mawa, mais c'est avec Emmanuela. On m'appelait Willy Napartan, le champignon d'un bouboucan. Mais depuis un bon moment, j'ai rencontré quelqu'un. Je suis resté accroché, je ne peux plus me détacher. Car c'est pas partout, on peut faire ta laisser. Si tu me vois couler, mon ami, faut pas demander. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. J'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris. Je suis tombé dedans. Mon ami, faut pas tâter. En amour, on ne dit jamais, jamais. Si tu veux, faut te taper pour tes beaux, tu faire le malin à gogo. Mais un jour, y a une qui va te mettre KO. Oh ma chérie, c'est vrai que tu es la plus belle. Tu chantes de mec comme le sac à main. Si tu veux, faut la couper, et jeter. Mais un jour, y a un qui va te sauver. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. J'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans. J'ai parlé jusqu'à aujourd'hui, ça m'a pris. Je suis tombé dedans. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Voilà, bonsoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vous pouvez partager la vidéo afin qu'on puisse la suivre au même moment. Voilà, les autres puissent la suivre au même moment que nous. Ça ne coûte pas cher. Appuyez, partagez et c'est fini. Voilà, donc la vérité rend libre. Et je ne suis pas là pour blesser des gens ce soir. Je suis venu pour sensibiliser mon peuple noir qui souffre. Voilà, tant. Mais aujourd'hui, nous allons nous baser sur la Côte d'Ivoire. Voilà, donc mon message à Alassane Ouattara, mon message à Soro Guillaume, mon message au Probabo. Bon, voilà, donc c'est sur ça nous allons nous concentrer ce soir. C'est un message très fort que je vais leur donner. Donc, s'il vous plaît, accordez-moi une minute et puis on commence. Juste une minute. Une minute de plus et on commence la vidéo. C'est très important. Donc, attachez les ceintures. Demander ne gagne pas. Prêtez les oreilles. Voilà. Ayo, bonsoir mon frère. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés ce soir. Voilà. Bonsoir à tous et à toutes. C'est l'incontournable guerre complet. Ok, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux, pour pas
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, nous voilà devant cette caméra pour nous adresser à nos hommes politiques et aussi aux militants qui sont derrière ces hommes politiques. Pour commencer, j'aimerais m'adresser au chef de l'État de la Côte d'Ivoire, appelé M. Alassane Dramane Ouattara. Je ne l'appelle pas son excellence parce qu'il est comme un père de tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Donc, on ne peut pas vous voyez un père. On ne peut pas dire à un père son excellence. Donc, raison pour laquelle je l'appelle Monsieur Alassane Ouattara, le président ivoirien. Je dis bien, en Côte d'Ivoire, il y a un problème. Le problème, c'est le problème du désarmement. Ça fait des années que des milliers d'Ivoiriens sont armés, mais ils ne sont jamais désarmés. Et ce problème de désarmement pose vraiment assez de problèmes au peuple ivoirien et à notre nation, qui est la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas encore laisser ce problème-là pour aller encore aux élections. Une élection que tous les différents partis politiques vont se retrouver là-dedans, sans le désarmement, ça peut encore causer assez de dégâts. En 2015, il n'y a pas eu assez de dégâts. Il n'y a pas eu de dégâts parce que l'opposition n'était pas engagée dans cette élection. Il y a une partie de l'opposition qui est allée aux élections et l'autre partie s'était écartée. Donc cela n'a pas eu de répercussions sur les élections qui se sont déroulées en 2015. Mais de grâce, les élections de 2020, s'il vous plaît, parce que 2020 n'est pas encore arrivé, on voit ce qui se passe. La prise du pouvoir par la force. L'opposition passe ici. Soro passe ici. Le pouvoir veut se maintenir au pouvoir. C'est-à-dire, je ne parle pas de Ouattara, mais ceux qui sont autour d'Alassane, ils ne veulent pas qu'Alassane parte. D'autres lui demandent de faire troisième mandat. L'opposition veut venir au pouvoir pour libérer les prisonniers. Soro, lui aussi, il veut prendre le pouvoir. Mais quand vous voyez déjà, c'est-à-dire l'année même n'est pas encore arrivée, 2020 n'est pas encore arrivé et ce qui se passe. Mais ceux qui sont au pouvoir doivent comprendre que maintenant, et si 2020 arrive, et que les Ivoiriens partent aux élections, est-ce qu'il ne va pas avoir un vrai problème en Côte d'Ivoire? Voilà la question. Donc, si c'est comme ça, moi, ce que je souhaiterais à l'État ivoirien, c'est de désarmer, passer au désarmement des mutins, de tous ceux qui sont armés, en commençant par le nord jusqu'au sud, par l'est jusqu'à l'ouest. Commençons par là-bas pour désarmer tous les Ivoiriens qui sont armés. Passer de cour en cour, de maison en maison. Il ne faut pas les faire peur pour dire si on trouve une arme chez toi, on va te tuer. Sinon les gens ils vont rentrer dans les forêts pour cacher les armes. Je pense que dans les autres pays, au moment où il y avait eu les guerres, l'État, une fois en place, le nouveau président en place, a racheté les armes. Les Ivoiriens qui souffrent de faim, de la famine, si l'État ivoirien s'engage de racheter toutes les armes qui sont cachées, sans attraper ceux qui viennent déposer ces armes, je pense que chaque jeune, chaque vieux, chaque enfant va amener ce qu'il a caché chez lui à la maison. Les armes qu'ils ont cachées. Tu viens, tu prends ton arme, tu viens déposer. On te donne quelque chose. L'État peut prendre cet engagement. Tu donnes dans le Kalachnikov, on te donne 100 000. Mais beaucoup vont amener. Ils vont amener les armes qu'ils ont cachées chez eux. Mais beaucoup ont peur de venir déposer les armes parce qu'ils se disent, s'ils viennent avec ces armes, ils vont les amener à la Maka. Mais il faut rassurer la jeunesse. Pour dire, si tu viens déposer l'arme, ce n'est pas pour te conduire à la Maka. D'ailleurs, si tu viens déposer ça, on te donne 100 000 francs. Au lieu de te condamner, on te donne 100 000. Vous allez voir les gens. Des gens qui souffrent, qui ont besoin d'argent. D'autres ont besoin d'argent pour s'occuper de leurs enfants, de leurs femmes. En plus, la rentrée arrive. Donc, si vous mettez une politique comme celle-là en place, je pense que la Côte d'Ivoire sera désarmée elle-même. Sans une intervention d'une force étrangère. Mais si vous ne voulez pas
est que tous ceux qui ont les armes, vous les attrapez pour les amener à la Maca, je pense que ça va être très difficile et la Côte d'Ivoire sera une bombe à retardement. Beaucoup disent, non, il n'aura rien, il n'aura rien. Je vois que ce sont des émotions qui les guident. Mais il faut regarder d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, d'ici 20 ans, qu'est-ce qui va se passer si jamais on ne désarme pas les Ivoiriens qui sont armés, qui accueillent la haine de jour en jour au fond de leur cœur, de leur âme, de leur dans leur conscience. Est-ce que si on ne les désarme pas, ça ne va pas provoquer des choses? Parce que de nos jours, en Côte d'Ivoire, l'Ivoirien même, il n'aime pas sa propre terre, il n'aime pas son pays. Il adore les hommes politiques que lui-même ses propres parents. L'Ivoirien adore les hommes politiques que la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien adore les hommes politiques que le bien-être de tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. C'est ça le vrai problème. Donc on doit prendre ça au sérieux. Et c'est comme ça dans toutes les communautés africaines. Les Africains, ils pensent que les hommes politiques sont des dieux. Ils sont prêts même à tuer à cause des hommes politiques. Les Africains sont prêts à faire n'importe quoi à cause des hommes politiques. Ils manquent même de respect à leurs propres parents qui les ont mis au monde à cause de leurs leaders politiques. Ils sont prêts même à vendre leur terre, à vendre même leur pays à cause des leaders politiques. Quel que soit ce que les leaders politiques leur disent, ils ne cherchent pas à comprendre si c'est bien, si ça va arranger leur pays ou bien ça va détruire leur pays. Tout simplement, ils s'engagent. Ils suivent ces gens, ils suivent les ordres de ces hommes politiques parce qu'ils se disent, ils les aiment. Et ces hommes politiques sont leurs dieux. Donc, tous les discours que ces hommes politiques vont prononcer, eux, ils ne cherchent pas à comprendre. Si c'est bon pour la nation, si c'est mauvais pour la nation, est-ce que c'est bon pour lui-même? Est-ce que cet homme politique dit, est-ce que ça peut arranger ses propres parents? Est-ce que dans 10 ans, 20 ans, ses propres enfants, ça peut les arranger? Il ne calcule plus tout ça. Lui s'engage, il fait ce que l'homme politique lui dit. Donc, moi, mon but sur ces réseaux sociaux, c'est de ramener le noir, c'est de ramener l'Ivoirien à comprendre, enfin, à comprendre que l'homme politique n'est pas au-dessus de tout. Si vous avez tant l'amour des hommes politiques, cela va détruire la démocratie. Nous voulons des États démocrates. Mais si on veut des États démocrates, on doit aimer notre terre, notre pays, les intérêts de nos pays. Et l'histoire des hommes politiques viendra après. Mais si on met les hommes politiques au devant de tout, et qu'il y a une petite erreur, au moment où les hommes politiques ne s'attendent plus, mais ne soyons pas surpris qu'on va se bouffer entre nous. Parce que si les hommes politiques ne s'attendent pas, et puisque ces gens-là sont nos dieux, mais chacun suivra les ordres de son homme politique, de son leader politique. Et on commettra des meurtres, la déstabilisation de nos nations. Et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. On accuse les blancs, mais on peut beau accuser les blancs. Mais nous-mêmes, nous sommes responsables. Parce qu'on met les hommes politiques au devant de tout. Et comme les blancs ont compris que le noir, il préfère l'homme politique que son propre pays, il préfère l'homme politique que son propre continent, le blanc, il passe par l'autre homme politique, et cet homme politique va donner des ordres à ses militants, et ces militants vont commencer à foutre le bordel. L'autre aussi qui ne veut pas, il donne aussi l'ordre à ses militants, et il y a une confrontation directe, la déstabilisation commence. Moi, je demande à l'État ivoirien, à Alassane Ouattara, de désarmer les Ivoiriens. Il ne faut pas, il va laisser les Ivoiriens armés et il va partir. On ne veut plus de guerre en Côte d'Ivoire. Il faudrait qu'il revoie ce côté parce que s'il ne désarme pas les Ivoiriens et qu'il part, mais après son départ, il aura la confrontation des différents leaders. Chacun va vouloir s'accaparer du pouvoir. Et là, le plus fort gagne. Le plus fort, c'est celui qui va avoir les armes. Si tu as les armes, quelque part tu t'en vas, tu déterres, tu veux forcément venir mettre ton leader au pouvoir. Et beaucoup vont s'entretuer pour venir installer leur leader. L'autre va dire, moi c'est mon leader qui va prendre le pouvoir. Il oublie les intérêts du peuple, des citoyens. Il oublie même son pays et il regarde maintenant le leader. Il dit, c'est mon leader qui va gouverner. L'autre va dire, c'est mon leader. L'autre va dire, bon, tu dis, c'est ton leader qui gouverne. L'autre va dire, ok, bon, on va voir, on va se montrer
Hein? On va montrer les muscles. Maintenant, lui qui a la gabarit, c'est lui qui gagne. C'est-à-dire, lui qui est armé, il se va déterrer les armes pour faire la guerre. Mais si les gens n'ont pas les armes, ils seront obligés de respecter la Constitution. Ils seront obligés de respecter les lois. Ou bien ces gens-là, ils peuvent faire des manifestations et ces manifestations seront encadrées par la police. Il n'y aura pas de mort. Parce que si la police encadre les différentes manifestations et qu'il n'y a pas des gens, des manifestants armés qui sont au sein de ces groupes de manifestants, mais les policiers ne vont pas mourir et il n'y aura pas une violence policière ou bien une violence de l'armée sur les manifestants. Mais si on les laisse progresser là-dedans, si on ne les désarme pas, mais qui peut autoriser une marche en Côte d'Ivoire? Parce que c'est dans les marches, il y a des hommes armés pour assassiner les forces de l'ordre, pour profiter des manifestations, pour tuer. Donc, dès lors qu'on parle de manifestation, tout le monde a peur. Et donc, lui qui va gérer le pouvoir, il va dire non, j'ai interdit toute manifestation dans mon pays. Parce qu'il sait que le pays est armé. Et dans les manifestations, d'autres vont profiter pour tirer sur certaines personnes. Voilà le problème. Donc, moi, je pense que pour désarmer la Côte d'Ivoire, pour désarmer les militaires, pour les désarmer, l'État doit débloquer 1 milliard. Il faut faire des sacrifices. L'État doit débloquer 1 milliard pour dire qu'il y a 1 milliard à la disposition de tous ceux qui possèdent les armes. Si tu as une Kalachnikov chez toi à domicile que tu as caché, dès que tu viens la rendre, on te donne 100 000 francs CFA. Mais vous allez voir des gens donner leur Kalach. En retour, on te donne 100 000 francs. C'est bénéfique pour tout le monde. On ne t'envoie pas en prison. En plus, on te donne de l'argent. Mais beaucoup vont donner. Si tu as 4, tu amènes les 4, tu as 400 000 francs. Mais beaucoup vont avoir l'argent. Ça va aider le gouvernement. Ça va aider ceux qui vont déposer les armes. Et ça va aider notre pays à retrouver la stabilité. À ne plus permettre à des individus de prendre des armes matin bonnet pour faire des révolutions, voilà, réclamer de l'argent, tirer dans tous les sens, perturber l'ordre social, vous comprenez? Donc je pense que l'État ivoirien doit procéder de la sorte avant 2020, s'il vous plaît. Parce que ce n'est pas au dernier moment qu'ils vont faire cette opération. L'opération doit commencer en 2018. Comme il y a les fêtes, les gens doivent fêter, ils n'ont qu'à laisser ça d'abord. Après les fêtes, Noël, janvier, en février, ils n'ont qu'à lancer cette opération. Il aura la rentrée. Et dans les mois, avril, mai, février, mars, avril, ce sont des mois où il y a la misère, où les élèves ne mangent pas. Donc si un père a une Kalachnikov, au lieu d'aller faire braquage, couper de route quelque part, mais il va préférer donner ses armes, il va avoir l'argent. Et ce père pourra payer la scolarité ou bien financer ses enfants qui sont dans les écoles pour pouvoir avoir de quoi manger. Voilà, ça peut aider les gens. Que tu sois à Biga, hors du territoire et tout. Maintenant, après le lancement de cette opération, l'opération va durer au moins 6 mois. L'État doit lancer l'opération en 2018. Cette opération durera 6 mois. Et donc, dans les 6 mois, tous ceux qui ne vont pas déposer les armes, parce que c'est une opération lancée, dans les 6 mois là, tu déposes les armes, on ne te met pas en prison. Et encore, tu es payé. Mais en dehors des 6 mois, c'est-à-dire si les 6 mois passent, et puis tu ne déposes pas les armes, et maintenant que l'armée passe aux actions, pour fouiller dans les différentes maisons, fouiller dans les forêts, si on découvre des armes chez quelqu'un, ce dernier aura pour prison 20 ans de prison ferme, sans négociation. Il faut mettre ça dans les têtes de la population. Chacun va être conscient. On lance l'opération épervier, l'opération de rendre les armes en toute tranquillité, dans la paix, dans la stabilité. Voilà, tu rends les armes, on te donne 100 000 francs. Il y a un bonus de 100 000. Tu rends tes armes, on te donne 100 000. Maintenant, si tu veux contester cela, tu ne veux pas déposer les armes. Si tu ne veux pas écouter ce mode opératoire dans un délai de 6 mois et que les 6 mois passent, quiconque possède encore une arme, une Kalachnikov, un PA, un pistolet chez lui, ou bien une poudrière dans son domicile, alors ce dernier aura pour prison 20 ans de prison ferme, sans négociation. Les gens, ils vont comprendre, ils vont rendre les armes. Parce qu'il faut nettoyer le pays. Je n'ai pas dit qu'il faut terroriser les gens. Il faut nettoyer le pays. Il faudrait que le peuple ivoirien comprenne que la guerre c'est fini. Il faut maintenant aller sur la voie de la démocratie.
Parce que beaucoup ont des armes chez eux, raison pour laquelle ils ne veulent rien écouter. Quand on leur parle, ils veulent montrer les muscles. On va voir, on va voir, on va voir. Mais c'est parce qu'ils ont des armes chez eux à domicile. Ils ne veulent rien écouter. Quand on leur parle, ils ne veulent rien écouter parce que chez eux, c'est la brutalité, c'est la loi du plus fort. Non, on doit arrêter l'histoire de loi du plus fort. On doit arrêter ça. Il y a certains ministres qui sont là, il y a des opposants qui sont là, il y a des gens même qui sont partout. Quand le peuple leur parle, ils ne veulent pas écouter parce qu'ils savent qu'ils ont des armes. Que tu sois ministre ou pas, que tu sois citoyen ou pas, que tu sois fonctionnaire quelque part ou pas, que tu sois militaire ou pas, que tu sois un homme politique ou pas. L'opération est lancée, un délai de 6 mois. Dépose les armes. Tu déposes, on ne t'enferme pas. On te donne de l'argent. Si tu as une poudrière, que tu viens, si tu as compris que au nom du peuple et au nom de la Côte d'Ivoire, pour la paix, il faut rendre des armes, tu rends ça. Et puis si tu as une poudrière, on te donne 1 million. On dit tiens mon frère, c'est fini. Au lieu d'avoir peur, on te donne 1 million parce que tu as rendu ta poudrière qui était chez toi à domicile, dans ton bunker, ou bien dans une fossette, tu as rendu les armes qui étaient là-dedans, on te donne 1 million. Maintenant ceux qui ont les Kalachnikov, on leur donne 100 000 francs, 100 000 francs, et puis c'est fini. On ne t'envoie pas en prison. Donc tous les brigands, les bandits qui sont armés, on dit venez. Là, on ne vous condamne pas. Tu donnes les armes, tu as toute ta tranquillité. Mais ceux qui ne vont pas écouter, en dehors des 6 mois, alors l'armée, parce qu'il y a beaucoup qui vont dire, ils vont pas écouter, ils vont pas écouter cette opération. Donc l'armée rentre en action. Même s'il faut amener une armée étrangère, c'est-à-dire les Russes, des gens qui ont des appareils sophistiqués, pour fouiller partout, parce que d'autres, ils peuvent mettre des armes dans leur maison et cimenter l'endroit. Il faut amener des appareils, détecteurs des armes, il faut amener des hélicoptères où se trouvent des appareils pour survoler les différents villages, survoler même la forêt du Banco, survoler les différentes villes de la Côte d'Ivoire pour voir s'il y a des armes quelque part. S'il y a des armes dans un trou quelque part, ou bien s'il y a des armes qui sont dans une maison quelque part. Dès que l'appareil signale dans l'hélicoptère donne le signal à l'armée basée quelque part dans une ville proche de l'endroit où les armes ont été signalées, alors cette armée intervient. Quiconque veut résister, on la bat. Ah oui, parce que là, il n'y a plus de négociation. Quiconque veut résister, on la bat. Pour ça, s'il faut donner des milliards à cette armée, ce n'est pas pour que cette armée dure sur le territoire ivoirien. C'est pour une opération précise et concise. Tu finis l'opération, tu te retournes. Ce n'est pas pour venir créer une base militaire en Côte d'Ivoire. Non, 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 non. Ça, c'est pour nettoyer tous ceux qui sont armés, tous ceux qui détiennent des armes de façon illégale. C'est pour les désarmer. Parce que si c'est entre nous, Ivoiriens, là, ça va créer la guerre. Vous comprenez? Ça va créer la guerre. Donc, il faut amener une armée étrangère. Je ne parle pas des Noirs. Il faut amener des Russes ou des Chinois ou je ne sais pas, des Biélorusses. Parce que si ce sont les Français, ils ne vont pas faire bien le travail. Ils vont faire de façon hypocrite et ils ne vont pas aller jusqu'au bout. Mais il faudrait que l'État ivoirien, ce n'est pas pour donner une base arrière à ces gens qui vont venir désarmer les différentes personnes qui vont détenir des armes. C'est pour venir les arracher les armes, ils nettoient le pays, tout le monde est désarmé, on leur donne leur argent, ils partent, ils se retournent calmement. Donc, il n'y a que dans les casernes maintenant que les armes seront. Voilà, dans les casernes, les gendarmeries, dans les camps de gendarmerie, dans les camps militaires, c'est là-bas, il y aura des armes. Et le camp de la marine, à Lokogiro là-bas, c'est là-bas, il y aura des armes. En dehors de ça, il n'y a plus d'armes. Si on t'attrape maintenant, le reste, les individus qui vont posséder les armes et tout ça, les petits microbes, voilà, la police ivoirienne va s'en charger, les traquer là où ils sont pour les arracher, ce qu'ils détiennent. Là, si on t'attrape avec une arme, c'est 20 ans. Parce qu'il faut être souvent dur. Il faut être souvent dur pour rétablir la paix. Parce que quand tu es trop mou, ce n'est pas bien. Tout le monde ne va pas te respecter. Que ce soit des gens de ton camp ou d'ailleurs, il faut être très dur pour rétablir l'ordre. Parce que sans le comportement, mais les gens ils vont te fustiger,
fustiger, les gens ils vont te minimiser, ils vont dire bon, lui là, il ne peut pas prendre une bonne décision, quelqu'un qui puisse nous faire peur. Voilà, que ce soit des politiciens, ils soient durs envers eux, ils vont te respecter. Ils vont dire, ah, lui là, il ne joue pas. Si jamais l'opération qu'il a lancée, si on ne respecte pas ça, voilà ce qui va nous arriver. Que tu sois chef militaire, tu détiens des armes chez toi, à la maison. Le jour, on lance l'opération 6 mois pour dire désarmement. Tous ceux qui ont les armes, ils n'ont qu'à donner. Si tu ne donnes pas et qu'on attrape, on voit les armes chez toi, on te déshabille, tu n'es plus militaire. Si tu es gendarme, tu n'es plus gendarme. Et c'est cette armée étrangère qui est venue libérer CES. C'est cette armée qui va t'attraper. Là où ils vont t'attraper là-bas. Pour te foutre en prison. Ah oui. Si c'est pour t'amener même dans un pays étranger pour te garder là-bas, parce que si c'est en Côte d'Ivoire, ce n'est pas donc, on peut même amener ceux qui seront des chefs militaires qui ont des armes, qui ne veulent pas rendre ces armes, cette armée étrangère qui va venir nettoyer le pays. Dès que cette armée étrangère découvre les armes chez toi à domicile, on va leur demander de t'arrêter. Parce qu'avec leurs moyens qu'ils ont à leur disposition, ils vont tout faire. Et on lance un appel. Quiconque veut résister, il sera maté. Quiconque veut résister, il sera maté. Donc tous ceux qui sont autour de ce chef militaire, ou bien de ce chef gendarme, ils n'ont qu'à s'en aller. Ils n'ont qu'à rester calme. Nous, ce qu'on veut, on veut attraper ce monsieur. Donc si vous ne résistez pas, et si vous ne voulez pas défendre ce monsieur, on le prend, et puis vous, il n'y a rien. Mais quiconque veut résister, on le mate. Et les gens, ils vont comprendre, ils ne sont pas des animaux. Ils vont laisser. Toi, tu as cherché, un qu'a trouvé, un qu'a cherché. On t'attrape, on te fout, on t'envoie dans un pays voisin. On dit, mettez-le en prison là-bas. Comme ça, ils ne vont pas aller là-bas pour le libérer. Ah oui, mettez-le en prison, la prison la plus dure, la plus sévère, mettez-le là-bas. Vous allez l'éduquer pendant 10 ans. Comme ça, les 10 ans, quand il va quitter là-bas, il va prendre conscience. Vous comprenez? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, Alassane doit penser à ça. Parce que c'est un problème, il ne parle jamais de ça. Tous ces mutins qui se sont révoltés là-bas, au nord de la Côte d'Ivoire, même à Abidjan là-bas, ils ne sont pas encore désarmés, ils sont dans la nature. Et ceux-là, un homme politique peut les utiliser pour foutre le bordel en Côte d'Ivoire, déstabiliser, paralyser le pays, tuer les gens cadeaux. Il faut les désarmer. Il faut désarmer ceux-là. Même à Yopougon, ceux qui étaient armés, je pense qu'ils n'ont pas tout pris les armes. Ils n'ont pas pris toutes les armes. Il faut nettoyer là-bas. Quand je dis nettoyer, je n'ai pas dit non qu'à taper les gens pour les amener à la Maca. Il faut lancer, il faut battre la campagne là-bas pour dire venez rendre les armes et garantissez à ces gens-là que si tu rends ton arme, on te donne 100 000. Ce n'est pas pour te condamner à la Maca. Ils vont comprendre. Maintenant, c'est une opération de 6 mois. Si la personne doute au début, tu as encore 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu vas voir. Les autres ont rendu, on ne les a pas arrêtés. Donc toi, ça va te donner la confiance pour aller donner pour toi. Donc en dehors de ces 6 mois, tous ceux qui vont encore attraper avec des armes, c'est à la Maca direct. Il faut lancer une opération comme ça. Comme on est informé que dans le pays, il y a des caches d'armes partout, des armes lourdes, et pendant cette opération de 6 mois, si ces armes n'ont pas été rendues, mais une armée étrangère viendra pour passer dans tous les coins de la Côte d'Ivoire. Que ce soit là où les frontières se trouvent, il y aura des hélicoptères qui vont survoler tout le territoire ivoirien avec des appareils sophistiqués. Même si les armes sont au fond de la terre, ils vont détecter. Pour aller creuser les armes là-bas. Il y aura des chiens détecteurs d'armes. Ils vont les mettre dans les voitures pour aller dans toutes les villes, rentrer dans les maisons. Même si c'est pour rentrer dans les forêts, on va les laisser. Ils vont fouiller là-bas. S'il y a des armes cachées, les chiens vont détecter ça. Que ça soit dans la terre. Il faut désarmer la Côte d'Ivoire avant qu'on aille à une élection quelconque. Ça, c'est mon message au gouvernement ivoirien. En dehors du gouvernement ivoirien, j'aimerais parler des Pro-Gbagbo. Je viens devant cette caméra pour m'adresser aux Pro-Gbagbo. Gbagbo a été un brillant leader en Côte d'Ivoire. Il a mené son combat pendant des années. Il a duré dans la lutte 35 ans. Si j'ai une bonne mémoire, il a pris le pouvoir en 2000. Malheureusement, en 2010 et 2011, ça a mal tourné pour les membres du FPI, pour leurs militants et leur leader, Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été arrêté, il est incarcéré. Suite à ça, avant son arrestation, il y a eu assez de morts. Suite à son arrestation, il y a eu assez de morts. Membres du FPI, qu'est-ce que vous faites? Votre leader est arrêté. Que faites-vous? Allez-vous rester là, pleurer tous les jours, toute la journée? Allez-vous rester là, pleurer toutes les années?
Allez-vous croiser les bras? Est-ce que c'est parce que ton bras est coupé, un bras est coupé, que tu vas dire, bon, c'est fini pour toi, tu ne vas plus manger? Est-ce que c'est parce que ton pied est coupé que tu vas dire, tu vas rester sur le lit, tu ne vas plus jamais te lever pour sortir? Mais il faut chercher la guérison. Si ton pied est coupé, tu as soigné, on peut te donner une béquille, tu peux te servir de ça pour sortir. Pour sortir, tu peux te balader. Ce n'est pas parce que ton pied est coupé que tu vas rester sur le lit toujours. Donc, chers membres du FPI, c'est un message que je vous donne. Vous avez tout abandonné parce que Laurent Gbagbo a été arrêté. Laissez-moi vous dire, devant cette caméra, que la politique africaine, malheureusement, nous, Africains, on n'a pas compris beaucoup de choses. Mais en toute chose, il faut mettre l'État devant. Le pays, là, c'est ça qui doit être devant. Les intérêts du pays doivent être devant. La terre du pays doit être devant. Le continent doit être devant. Et à la seconde position vient nos leaders politiques. Mais ce que nous constatons sur le terrain en Afrique, les leaders politiques, ils sont au devant de tout. C'est-à-dire même, on s'en fout de l'Afrique, on s'en fout de la Côte d'Ivoire, on met toujours les leaders politiques au devant. Mais si vous, membres du FPI, si vous aviez compris depuis fort longtemps que la Côte d'Ivoire, avant tout, Côte d'Ivoire ou rien, Côte d'Ivoire ou rien, maintenant en seconde position vient votre leader ou rien. C'est-à-dire, First Time, Ivory Coast ou rien. Three times, ça c'est en néerlandais, Gbagbo ou rien. Si vous aviez compris cela, cette leçon, je pense que au moment où Laurent Gbagbo a été arrêté, vous allez dire, bon, le pays ou rien, on libère, on va prendre le pouvoir. Maintenant, on va lutter pour faire sortir Gbagbo. Voilà, c'est que il faut aller pas à pas. Parce que si vous pensez que le pays ne vous intéresse pas, le pays n'est rien à vos yeux, et que c'est votre leader qui est quelque chose à votre yeux, vous allez tout refuser au pays, c'est-à-dire politique autour, vous allez fuir tout. Vous allez toujours mettre votre vision sur le leader. La Côte d'Ivoire, on achète toute la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se met où? Les Ivoiriens mettent où? Les Ivoiriens sont emprisonnés où? Les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire, ils sont vendus en Libye. Tout ça, ça ne va pas vous regarder parce que votre objectif, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Vous vous en foutez de la Côte d'Ivoire. Vous n'avez rien à cirer avec la terre ivoirienne, c'est-à-dire les citoyens ivoiriens. Ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est votre leader politique. Voilà la vision des membres du FPI. Et cette vidéo, je tiens à leur dire de rétrograder leur vision. Ils n'ont qu'à avoir une autre vision. Les hommes politiques, bien sûr, ils sont là pour nous éclairer. Mais on ne doit pas les aimer plus que notre terre. On ne doit pas les aimer plus que notre pays. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'héritage que nos anciens parents nous ont laissé, c'est la terre ivoirienne. Ce qui nous a nourris pour grandir, c'est la terre ivoirienne. Sans la terre ivoirienne, on ne pouvait pas devenir grand. C'est la terre ivoirienne qui a permis à tes parents de te financer au moment où tu étais au CP1 jusqu'à obtenir tes diplômes. Et cette terre, si tu ne mets pas cette terre au premier rang et que tu mets un individu au premier rang, c'est une erreur capitale. Savez-vous pourquoi en Afrique, aucun combat ne peut voir le jour? Savez-vous pourquoi en Afrique, les Africains feront toujours des échecs dans tous leurs combats? C'est-à-dire les bras de fer qu'ils vont faire avec l'Occident, pourquoi ça ne peut jamais évoluer? Pourquoi l'Africain perdra toujours? L'Africain perdra toujours parce que lui, il met toujours les hommes politiques devant. Lui, il met toujours l'homme politique, il pense que l'homme politique est son Dieu, est sa lumière, et il laisse les intérêts de son pays. Au moins, dès lors que tu penses que l'homme politique est ton Dieu, est ta lumière, est tout pour toi, et que même en tel enseigne que tu bafoues même tes propres parents qui t'ont mis au monde, les Blancs, ils peuvent utiliser un autre homme politique. Et cet homme politique, comme vous aimez trop les hommes politiques que votre pays, cet homme politique, l'ordre qu'il va donner à ses militants, tellement les militants, ils adorent cet homme politique, ils ne vont plus regarder les intérêts du pays, mais ils vont suivre ce que leur leader leur dit. Et ce que leur leader leur dit, c'est ce qu'ils vont faire. Maintenant, l'autre camp,
va aussi écouter son leader. Ce que son leader lui dit, c'est ce qu'ils vont aussi faire. Et ça va devenir une confrontation. Et dès que ça devient une confrontation, c'est le contrôle du leadership. Quel leader qui va prendre le pouvoir? Maintenant, vous, en tant que militant, en tant que sympathisant, en tant que partisan, vous n'allez plus regarder les intérêts du pays. Sinon, si vous aviez mis au devant les intérêts du pays, et qu'un groupe veut provoquer quoi que ce soit, vous allez dire non, mes frères, vous savez, au nom de notre terre, au nom de notre pays, évitons de nous affronter, évitons de nous bagarrer. Parce que nous avons un dénominateur commun, la Côte d'Ivoire. Un dénominateur commun, notre terre ivoirienne. Mais dès lors qu'on enlève ça dans nos têtes et qu'on pense que nous avons des différents dominateurs communs, qui sont nos différents hommes politiques, ceux-là, les hommes politiques, ils sont les numérateurs. Le noir doit comprendre ça, ce sont les numérateurs. Mais le dénominateur est commun, c'est le pays et les intérêts du pays. On ne peut pas prendre les numérateurs pour les faire passer comme des dénominateurs. Et c'est ça qui fait l'erreur de l'Afrique. C'est ça qui fait l'erreur du noir. Et dans tous ces combats qu'il va engager envers la France-Afrique, envers le système impérialiste, le noir perdra. Il perdra toujours ce combat parce qu'il n'a pas compris quel chemin il faut emprunter. Donc moi, ma vision, c'est de faire comprendre aux noirs que le seul dénominateur, c'est le pays et ses intérêts. Le pays et ses intérêts. Et si nous voulons aider le pays et ses intérêts, on doit s'entendre. On doit s'entendre parce que nous avons une... Quel Ivoirien qui ne veut pas évoluer? Quel Ivoirien qui ne veut pas travailler? Quel Ivoirien qui ne veut pas voir une Côte d'Ivoire prospère? Mais pour voir une Côte d'Ivoire prospère, nous avons une telle vision. La seule vision, voir notre pays être un pays émergent. Raison pour laquelle chacun y suit son leader politique. Maintenant, si c'est un leader politique, ils ne s'attendent pas. Mais pour moi, c'est qu'ils ne sont pas là pour notre bien. S'ils ont des opinions différentes et que, à cause de ces opinions, ils veulent nous cogner les têtes, mais moi, ma vision, comment je mets mon pays au devant de toutes choses, je préfère dire à ces leaders, dégagez. Dégagez, on ne veut plus de vous. Si vous êtes incapable de trouver un dialogue entre vous, si vous êtes incapable d'avoir une seule voix au nom de notre pays, au nom des intérêts de la Côte d'Ivoire, mais dégagez-vous tous, on ne veut même plus de vous. On ne veut même plus de vous. Et entre les différents militants des différents partis politiques, on peut faire un référendum. Un référendum pour dire, on veut quel genre de leader qui peut nous gouverner. Et ce référendum, il y aura des candidats qui ne sont pas des partisans des différents partis politiques, mais des candidats neutres. Et ce référendum nous poussera à choisir parmi eux, tous ceux-là, un leader. Et ce leader, il deviendra président. Au lieu d'aller aux élections, on fera un référendum. Parce que quand on va dégager tous les différents leaders qui voulaient nous cogner les têtes, mais ceux qui vont venir se représenter, ils seront des personnes neutres qui n'ont aucun lien avec des différents partis politiques. Et tout le pays va s'entendre sur ça. Là, quelqu'un ne va plus dire non, c'est mon leader qui va prendre le pouvoir. Non, on ne va plus se cogner les têtes. Et ce dernier, il vient là au nom des intérêts du peuple, au nom des intérêts de la Côte d'Ivoire. Il ne vient pas là pour ses propres intérêts et les intérêts des colons. Il faudrait que cela soit clair. Si on a cet objectif, on a cette vision, je pense que la Côte d'Ivoire va émerger. La Côte d'Ivoire, on va gagner tous les duels qu'on va faire avec l'Occident. Mais tant qu'on aura des opinions différentes et que chaque citoyen ivoirien fera la loge, fera la propagande, progressera dans les émotions, je pense qu'on perdra tout combat. Et c'est ce qu'on n'a pas compris. Regardez, prenons les leaders des anciens temps, tous ceux qui ont été les anciens leaders qui ont perdu tous les combats, parce que le peuple n'a pas compris. Le peuple a pensé que le leader, il est au-dessus du pays. Le leader, il est plus important même que les intérêts du pays et le peuple. Donc, chacun a choisi son leader. Et chacun suivait les ordres de son leader. Et ça a envoyé le peuple à se cogner les têtes. Ça a déstabilisé le peuple. Chers membres du RPI, ce que je vais vous conseiller, s'il vous plaît, revoyez, tournez votre vision
Vous avez votre vision, c'est normal, c'est votre vision. Je ne vous oblige pas et je ne vous force pas. Mais je vous demande, au nom de la démocratie, au nom du dénominateur commun, la Côte d'Ivoire, au nom de tous les citoyens ivoiriens, je vous demande, s'il vous plaît, d'orienter votre vision autrement. C'est-à-dire, la première vision sur laquelle vous êtes, Gbagbo ou rien, dites plutôt la Côte d'Ivoire ou rien. Gbagbo ou rien viendra au second plan. Et ce Gbagbo ou rien qui viendra au second plan, quand vous serez au pouvoir, Gbagbo ou rien, ce Gbagbo il sortira. Voilà, il faut faire les choses en détail. Faire les choses en détail. Parce que si vous ne faites pas ça, ça fait 7 ans, vous êtes dans l'opposition. Gbagbo ou rien, faites un bilan s'il vous plaît. Je ne suis pas venu pour vous accuser, pour vous blesser. Faites un bilan depuis 7 ans. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Les médias occidentaux ont fait des révélations. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Le procès se poursuit toujours. C'est-à-dire les médias les plus puissants du monde ont fait des révélations. Cela n'a pas empêché la CPI de stopper le procès. La CPI est têtue, elle continue toujours le procès. Vous devez comprendre que si même les médias les plus puissants ont fait des révélations et que la CPI n'est pas prête à céder, la CPI n'est pas prête à stopper le procès, ce ne sont pas vos manifestations dans les rues qui vont influencer la CPI. Parce que vos manifestations dans les rues ne sont pas divisées par les différents médias les plus puissants. Et vos manifestations ne sont pas vues ailleurs. Les autres pays qui contrôlent la CPI, ces pays ne savent pas que vous faites des manifestations. Ces pays, ça suffit. Ils ne savent même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Mediapart parle et d'autres médias parlent, c'est le monde entier qui est informé. Mais cela ne dérange pas la CPI. Elle est sa ligne de conduite. Vous devez comprendre qu'il y a un problème. Quel que soit ce que vous allez faire, la CPI ne peut pas céder. Alors, le seul chemin, la seule voie pour sauver, si réellement vous aimez Gbagbo, c'est de prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, c'est maintenant, c'est de s'organiser. C'est en s'organisant que vous pouvez organiser vous. Vous pouvez vous organiser et voir, vous donner. C'est-à-dire, c'est maintenant. Pour mettre toutes les chances à vos côtés, c'est maintenant. C'est maintenant, il faut mettre toutes les chances de ses côtés. Parce que si vous attendez au dernier moment, vous allez encore échouer. Vous allez échouer. Vous allez échouer. Il ne faut pas attendre au dernier moment pour préparer les examens. Les examens se préparent auparavant. Pour être rassuré que le jour où tu rentres dans la salle et qu'on t'envoie ta fiche, mais tu es prêt. Sur tous les plans, n'importe quelle matière, tu frappes, tu chicotes ça. C'est comme Boileau. Vous comprenez? Donc c'est en prenant le pouvoir, Samira Ouahi, il faut écouter la vidéo, je pense que tu ne comprends pas ce que je dis. Gbagbo est notre Dieu et alors, il faut écouter la vidéo, tu vas comprendre. Tu comprends? Voilà. Parce que ce sont ces genres de comportements qui ne font pas avancer la communauté africaine. Je ne t'ai pas dit, il ne faut pas dire Gbagbo n'est pas ton Dieu ou bien il est ton Dieu. Je te dis tout simplement que les hommes politiques, on peut les vénérer, mais dans nos têtes, on n'a qu'à penser d'abord au pays. Et c'est ce que les Européens ils font. C'est-à-dire l'Europe ou rien. Quand on vous dit la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, vous devez comprendre. C'est-à-dire tous les dirigeants français qui viennent, d'abord leur vision, même ils n'ont qu'à être amis avec toi, comment. Mais son pays d'abord. Tu décolles, il te renverse, il te chasse. Tu décolles, il te tue. Il faut manger tous les jours, c'est-à-dire même si tu as grandi avec lui, tu as fait les mêmes bancs avec lui. Vous avez tout fait ensemble, mais le jour il devient président et le jour toi tu deviens président là-bas, dans ton pays. Si tu ne sais pas les intérêts de la France, mais il est capable de te tuer, il est capable de faire un coup d'état pour te dégager. Parce qu'ils ont un objectif, la France ou rien. Ce n'est pas histoire de dire en politique ou rien, non. Eux ils ont un objectif, la France ou rien. Raison pour laquelle les Français, ils disent toujours, la France n'a pas d'amis. Elle n'a que les intérêts. Et c'est ce que je veux faire comprendre aux Noirs. Notre pays ou rien. Notre continent ou rien. Sinon, si on veut dire leader ou rien, on va toujours connaître les guerres. On va toujours souffrir. On ne va jamais gagner n'importe quel combat.
dans lequel on va s'engager avec les Français, les Européens, les Américains, on perdra toujours les duels. Parce qu'on n'a pas compris. Ce monde, on pense que l'être humain est au-devant de tout. Que la terre. On doit protéger la terre. Parce que sans la terre, l'être humain ne peut pas être l'être humain. Sans la terre, tu ne peux pas être ce que tu es. Tu vas rester où? Sans ton territoire. C'est parce que Libye n'est pas chez les Noirs. Ce sont les Arabes qui sont là-bas. Ils vendent les Noirs. Ils vendent ces Arabes. Et tu ne peux pas aller là-bas et imposer une loi. C'est leur territoire. Donc toi, si tu penses que ton territoire, tu vas abandonner, quelqu'un d'autre va occuper ton territoire et il va venir te donner des lois. Toi, tu comptes aller où pour donner tes lois aux autres? Tu deviens un nomade. Hein? Sur ton propre territoire, tu vas te balader de pays en pays. Parce que là où tu iras, ils vont te faire souffrir. Parce que eux, ils ont su conserver leur terre. Ils ont compris que leur terre avant tout. Mais toi, dans ton esprit, tu avais pensé que c'est l'être humain. Oh, l'être humain, il meurt, la terre reste. L'être humain, il meurt, il devient poussière. Mais la terre, elle demeure. Il faut comprendre cela. Vous pouvez intervenir. J'ai mis le numéro. Vous pouvez intervenir. Tous ceux qui veulent intervenir, ils peuvent intervenir. Donc moi, je demande au pro-Gbagbo de s'organiser si réellement ils veulent libérer Gbagbo. Ils veulent libérer les prisonniers. Simone Gbagbo et tout. Ce n'est pas en disant les manifestations et tout. Ça fait 7 ans, mes frères. C'est en vous organisant pour prendre le pouvoir que vous pouvez avoir le pouvoir en Côte d'Ivoire. Que vous pouvez décider de comment le pays doit marcher. Vous devez décider de comment vous allez faire avec un traité avec l'ONU. Parce que si vous êtes président et que vous dirigez le pays, mais l'ONU sera obligée, Fatou Bensouda sera obligée de vous écouter. Elle sera obligée. Et c'est l'État de Côte d'Ivoire qui envoie les témoins. Si vous prenez le pouvoir et que vous dites, aucun témoin ne quitte ici, ne quitte à l'aéroport faire Félix Houphouët-Boigny pour prendre vol pour aller en Hollande. Mais Fatou Bensouda va dire quoi? Mais tant que vous resterez là plutôt pour dire Gbagbo ou rien. Sans penser que non, c'est en prenant le pouvoir que vous pouvez dire Gbagbo ou rien. Et vous restez là. Non, des manifestations dans les rues de Paris, ça ne pourra rien apporter. Si Mediapart a dénoncé, ça n'a rien apporté. Ça n'a même pas apporté d'influence sur la CPI. Ça n'a pas empêché la CPI de faire réapparaître encore, de faire apparaître des témoins et continuer le procès. Vous devez comprendre. C'est lorsque tu es en position de force qu'on t'écoute. Mais quand tu es en position de faiblesse, personne ne t'écoute. Personne ne t'écoute. C'est quand tu es en position de force que les gens veulent t'écouter, que les gens viennent négocier avec toi. Que tu as tes propres décisions, tu dis oui, je veux ça. C'est là que tu peux. Vous n'avez pas compris pour partager le monde. Quand l'Amérique a frappé le Japon, l'arme atomique, l'Amérique était en position de force. Mais avant, c'était l'URSS. Et c'est là, ils ont partagé un truc, ils ont partagé l'Europe. Ils ont divisé l'Allemagne. Les grandes puissances se sont assises pour se partager le monde. Parce que chacun était en position de force. Tu sais sur quoi tu es assis et tu décides. L'autre, il ne peut pas te minimiser. Mais si tu es en position de faiblesse, ben c'est toi, ils vont partager. Tu as dit quoi? Tu peux en dire ferme là. Quand les grands parlent, les enfants se taisent. C'est pas ce qu'on a l'habitude de dire en Afrique. Quand un grand parle, le petit se tait. Parce que le petit, il est un bébé. Il part, tu le gifles. Il va te dire quoi? Parce que tu sais que tu as force que lui. Donc vous, les membres du FPI, vous devez comprendre. Moi, c'est un conseil que je vous apporte. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez me traiter de tout ou non. Hein? Vous pouvez m'insulter. Vous pouvez m'insulter et tout. Bon, Chanel, je ne sais pas, mais quand je prends en direct comme ça, avec la vidéo se plante. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous pouvez appeler sur WhatsApp, en vidéo sur WhatsApp. Voilà, on peut faire WhatsApp vidéo et comme ça, je mets ça et vous pouvez parler directement. Ou bien IMO en vidéo et je mets ça comme ça, vous pouvez parler. Sinon, quand j'accepte une demande en direct comme ça, je ne sais pas, ça se bloque. Voilà, donc ceux qui veulent intervenir, vous pouvez intervenir comme ça. C'est quand le FPI sera au pouvoir que le FPI pourra avoir la possibilité de faire une lettre. Et mettre une lettre à l'ONU pour dire stopper le procès. Que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide.
qui dit on veut que le procès cesse. Parce que ça est dans la convention de Rome. Lisez bien. Si Alassane Ouattara il veut stopper le procès aujourd'hui, il va le stopper. Il suffit là, une note de Ouattara et sa signature, et puis Bensouda arrête le procès. Parce que pourquoi? Ouattara est un président. Ouattara dirige un État. Et ceux qui sont jugés, ils viennent de cet État. C'est-à-dire ils sont ivoiriens. Donc le président ivoirien a le plein droit d'adresser une note à l'ONU, puisque c'est un texte, c'est une loi qui est là-dedans. Il a le plein pouvoir et le plein droit de stopper le procès Tricot de la CPI. Mais s'il ne veut pas le faire, c'est que lui, il veut que ça continue. Mais vous qui ne voulez pas que ça continue, vous qui voulez leur libération, que faites-vous? Que faites-vous? Est-ce que c'est en fuyant? Est-ce que c'est en fuyant la guerre qu'on gagne la guerre? Je demande. C'est-à-dire des gens viennent t'attaquer et tu cours. Tu penses que c'est en courant que tu vas avoir la victoire sur ceux qui viennent. Mais ils vont envahir. Ils vont envahir ils vont conquérir ton territoire. Donc ce n'est pas en fuyant les élections que vous pouvez remporter la bataille dans laquelle vous vous êtes engagé. Ce n'est pas en fuyant les élections, ce n'est pas en fuyant le débat politique, ce n'est pas en fuyant tout que vous pouvez libérer l'Afrique, que vous pouvez libérer la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, ce n'est pas en fuyant. Parce que quand tu fuis, c'est que tu es incapable. Quand tu fuis, c'est que tu n'as pas confiance en toi. Quand tu fuis, c'est que tu sais que tu ne peux pas remporter la victoire. Tu sais que tu ne peux pas gagner la bataille. On te dit, il y a une composition. Il y a un examen. Le jour où tu fuis, tu pars où? Mais ce n'est pas dans ta fuite que tu vas obtenir ton diplôme, s'il vous plaît. Le FPI, si le FPI veut faire espérer les Ivoiriens, il faudrait que le FPI s'organise. Vous ne connaissez pas les Blancs, s'il vous plaît. Ce n'est pas de la plaisanterie, la CPI. Nous sommes dans notre idéologie, nous les Noirs. Nous sommes dans notre idéologie, les Blancs, ils sont dans leur idéologie. Les Noirs ne peuvent pas influencer les Blancs. Il faudrait que cela soit clair. Si on ne s'organise pas, on ne peut pas les influencer. C'est eux qui ont toujours de l'influence sur nous. On doit s'organiser. On doit s'organiser. Moi, je ne veux pas que les Ivoiriens souffrent à la CPI. Je peux dénoncer leur gérance auparavant, mais pour vouloir leur dire qu'ils n'ont qu'à être condamnés, non, non, c'est la liberté. Je peux critiquer Gbagbo pour dire qu'il avait géré, je peux critiquer Blaise Diagne, je peux critiquer Alassane, je peux critiquer Soro Diom, mais je ne veux pas que Gbagbo, Blaise, Soro Diom, Alassane Ouattara, ils aillent à la CPI pour souffrir au mains des colons. Non, ça ce n'est pas ma vision. Ce n'est pas ma vision, mais quand même je peux les dénoncer et je peux dénoncer leur politique. Voilà ma vision que j'ai, parce que c'est la démocratie. Je suis libre de m'exprimer, je suis libre de critiquer qui que ce soit. Je suis libre aussi de proposer des idées. Les Blancs, ce que vous voyez à la CPI, là, ne prenez pas ça à la légère. Là, leur vie se joue. Gbagbo et Blé. Ce n'est plus vous, les Ivoiriens, ce n'est plus leur pays qui a leur vie en main. Ce n'est plus leur pays qui va décider de quoi que ce soit, de leur libération. La seule condition pour encore avoir le pouvoir de mettre la pression sur la CPI, c'est la prise du pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est en s'organisant pour aller aux élections, gagner les élections. Vous serez en position de force pour dire libérez-les au nom de la paix, au nom de la stabilité, au nom de l'entendre, de la cohésion sociale. Il faudrait qu'ils soient libres. Il faudrait que Blé soit libre. Ensemble, ils vont travailler pour réunir les Ivoiriens. Libérer tous les prisonniers. Mais si vous restez dans l'opposition, vous allez toujours dénoncer. La CPI est corrompue, il y a des trafics. Vous allez toujours dénoncer ça. Parce que la CPI ne va pas coopérer avec vous directement. Elle va préférer coopérer avec le pouvoir. Et vous ne savez pas ce que le pouvoir dit aux membres de la CPI. Vous ne savez pas les promesses que la CPI a faites au pouvoir. Vous ne savez pas tout ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, Laurent Gbagbo et Blé, ce n'est pas de la plaisanterie. Vous qui dansez dans les rues de Paris, c'est bien de les soutenir. Ce n'est pas ça. Ça, vous pouvez tout crier, vous pouvez critiquer, faire des vidéos. Si le blanc dit, il les condamne, il les condamne. Et puis, on va faire quoi?
Regardez, les Noirs qui sont là en Libye, on est impuissants. Si les Arabes, on ne peut même pas influencer les Arabes. On ne peut même pas influencer, entre nous Africains, on ne peut même pas influencer les Libyens. Ce ne sont pas les Blancs qui dirigent ce monde qu'on peut influencer. Ils peuvent les condamner devant nous. On va crier. Et puis ça fait quoi? On va leur faire quoi? Ils vont se moquer encore de nous. Ils vont se moquer encore de nous. Avant qu'il ne soit trop tard. Avant que les gens le disent, si je savais n'a pas de queue. Il ne faut pas jouer à le blanc. Il ne faut pas jouer à l'Européen. S'il vous plaît, ne jouez pas avec les Européens. On a trop le sang noir, le sang ivoirien. On danse partout, on voit tout à la légère. Mais eux, ils sont dans leur sérieux. Vous pensez que les témoins, ils n'ont rien à dire. Les dossiers sont vides. Mais eux, chez eux, les dossiers ne sont pas vides. Dans leur tête, là, ils pensent que les dossiers ne sont pas vides. C'est ce qu'ils se disent. Et ils savent là où ils veulent aller avec ces deux personnes. À vous de les stopper. À vous de leur dire stopper le procès. On ne veut plus. Et la seule façon de le faire, c'est de prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Alors, tous ceux qui fuient la bataille politique, tous ceux qui fuient la prise de pouvoir en Côte d'Ivoire, dites-leur qu'ils sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ils sont les ennemis de la Côte d'Ivoire. Ils sont les ennemis de tous les citoyens de la Côte d'Ivoire. Et ils n'aiment pas Laurent Gbagbo et Blé. Sachez-le. Ils n'aiment pas. Parce que vous allez rester dans les émotions. C'est ce que je vous disais. Au nom des intérêts du peuple, au nom des intérêts de la Côte d'Ivoire, n'écoutez pas trop les hommes politiques. Sinon, vous risquez de faire des mauvais choix. Des hommes politiques qui manipulent certains Ivoiriens. Non, n'allons pas aux élections. Et demain, si on condamne ces gens-là, vous allez dire quoi? C'est parce qu'on avait suivi tel homme politique qui l'ont condamné. Si on savait, mais trop tard, trop tard, trop tard. Lui, il va dire, ah, j'avais pensé qu'en faisant ça, ils allaient les libérer. Mais trop tard, trop tard. S'il vous plaît, organisez-vous. Et il y a plusieurs Ivoiriens qui ne sont même pas encore enrôlés, qui ne sont même pas encore enregistrés. On ne parle de 22 millions. Non, mais les Ivoiriens, ils peuvent atteindre même 25 millions, 30 millions. Parce que dans les villages lointains, il y a des gens qui n'ont pas été enrôlés, qui n'ont même pas de pièces d'identité, qui n'ont même pas de date de naissance, mais qui sont là-bas, qui sont même grands. D'autres ont déjà des enfants. Ils n'ont pas encore fait enrôler ces gens-là. Et quand il y a une élection, mais si on dit 22 millions en Côte d'Ivoire, supposons que les étrangers quittent, il va rester au moins 18 millions d'Ivoiriens. Ou bien 17 millions d'Ivoiriens. Bon, dans les 17 millions, on suppose que les mineurs, on les écarte, il va rester au moins 12 millions ou 10 millions. Mais pourquoi quand on parle d'élection, il y a au moins 5 millions qui participent et les autres millions sont allés où? Les autres millions vont où? Il y a des gens qui ne votent pas. Il y a des gens qui ne votent pas. Il faudrait que... Mais ceux qui ne votent pas, mais s'il y a un parti politique qui bat bien sa campagne, qui sensibilise bien le peuple, qui donne la confiance à ce peuple, mais ceux qui ne votent pas, ils vont venir vers ce parti politique pour soutenir ce parti politique. Et ce parti politique pourra prendre le pouvoir. C'est ça. Il faut la stratégie. Parce que ce ne sont pas tous les Ivoiriens qui votent. 22 millions. Si on enlève les étrangers, on enlève les mineurs, mais il peut rester 12 millions de majeurs qui sont Ivoiriens, qui ont des documents ivoiriens. Sans compter ceux qui n'ont pas encore les documents. Mais je ne les compte pas. Ceux qui n'ont pas les documents, c'est un autre problème. Mais dans les 12 millions, c'est 5 millions qui votent. Ou bien 6 millions. Maintenant, il y a les autres millions. Ils font quoi? Ils ne votent pas. Mais qui peut les conquérir? Qui peut leur donner la confiance à ce que, s'il y a une élection présidentielle, ces gens-là qui ne votaient pas puissent venir dans un parti politique pour voter? Voilà ma vision. Et si les membres du pays comprennent comme ça, mais je pense qu'ils devraient même se préparer dès maintenant. Se préparer dès maintenant. Demander à l'État de Côte d'Ivoire de faire enrôler tout le monde. Tous ceux qui ne sont pas encore enrôlés. Tous ceux qui n'ont pas encore été enregistrés. Là où ils sont. Parce qu'il faudrait que les élections de 2020, tout le monde y participe pour voir qui va prendre le pouvoir. Parce que quand il y a beaucoup de participants, pour tricher c'est très difficile. Mais quand c'est un faible taux de participation, la tricherie est très rapide. Et si vous avez peur de Youssou Bakayoko, mais vous pouvez, mais quand tu connais comment le lion chasse, mais tu peux t'échapper. Ceux qui font la chasse des agoutis, ils savent que
l'agouti a un odorat très fin. Quand le chasseur vient, l'agouti flaire l'odeur. On vient les singes. Mais il y a une position. Il faut regarder la direction du vent. Tu prends de la poussière, tu souffles. Et tu vois là où le vent amène ça. Donc si le vent envoie la poussière comme ça, c'est que le vent quitte à ta droite. Donc si le vent quitte à ta droite, toi, si les agoutis sont comme ça, il faut quitter à leur gauche. Comme ça, le vent quitte du côté des agoutis. Et toi, tu quittes à la gauche des agoutis. Les agoutis ne vont jamais sentir ton odeur. Tu vas même t'approcher, tu vas les abattre. Donc quand tu connais le mode opératoire d'un individu, à toi de mettre ton système en place pour le contrecarrer, pour ne pas que ce dernier triche. Mais si vous avez peur de la CI, vous avez peur de Youssou Bakeko, à cause de lui, vous ne voulez pas aller. Mais vous êtes des humains, vous êtes dotés d'une intelligence. Le cerveau est là pour raisonner quand même. Quand tu sais que quelqu'un il triche, mais comment, quand un professeur sait qu'un élève il triche, mais il doit mettre son système en place pour surveiller l'élève pour ne pas que l'élève triche. Que vous allez... Qu'avez-vous fait pour ne pas que ce monsieur retriche encore à nouveau? Si vous pensez qu'il avait vraiment triché, quelle stratégie vous mettez en place? Comment vous allez faire pour ne pas que vos représentants dans les différents bureaux de vote ne soient corrompus par les autres, ne cèdent pas, pour que les résultats qui sortent de ces différents bureaux de vote puissent être de la manière ils ont été là-bas, pour que ces résultats puissent être communiqués directement à leur parti politique. Mais il faut une stratégie, c'est-à-dire les différents bureaux de vote. Parce que la tricherie se passe là-bas. Si vous avez déployé vos militants là-bas, ceux qui sont vraiment engagés, qui ne sont pas des traîtres, parce qu'il y a beaucoup de traîtres, des gens qui se laissent corrompre facilement, on peut leur donner 1 million, il faut fermer les yeux et puis ils vont dire oui, il faut falsifier les trucs, les résultats. Mais des gens qui sont engagés, des gens qui sont très durs, qui ne vont pas se laisser corrompre, déployez-les là-bas et vous leur donnez un peu quelque chose pour qu'ils puissent manger dans la journée. Ils savent qu'ils sont là-bas au nom de leur parti et ils ne sont pas prêts à la traîtrise. Ils ne sont pas à la traîtrise prêts. Ah oui, ils ne sont pas prêts pour la traîtrise. Ils sont là-bas au fond de leur âme, au fond de leur truc, de leur vision, au fond de leurs engagements dans leur parti politique. Et ils surveillent les élections. Ils doivent d'abord fouiller la salle. S'il n'y a pas des urnes qui sont déjà bourrées, ils doivent fouiller. Ils doivent regarder dans toutes les urnes. Ils voient que, voilà, c'est cool. Maintenant, si une voiture quitte ailleurs avec des urnes, ils doivent signaler, filmer, balancer ça sur les réseaux sociaux, afin que ce bureau de vote soit fermé, pour ne pas que les résultats de ce bureau de vote soient communiqués aussi au bureau central. On doit stopper les résultats de ce bureau de vote immédiatement. Si jamais ils suspectent qu'il y a des tricheurs, ah oui, s'ils suspectent qu'il y a des tricheurs, ou bien des enveloppes qui sont quittées ailleurs, déjà remplies, ils doivent appeler pour faire signe que non, et filmer, balancer les images. Ils vont numéroter le bureau de vote. On dit, bon, les résultats de ce bureau de vote, il y a un problème. On ne veut pas que ça soit mélangé aux résultats où il n'y a pas de problème. On communique tous les résultats. Et ils sont là-bas. Ils visitent tout. C'est-à-dire, tu votes, on regarde ton nom. Dès que tu votes, on bat ton nom. Donc, la liste est là. On regarde le nombre inscrit et le nombre de votants. Si c'est propre, on sait qu'il n'y a pas de truc comme magouille là-dedans. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tu viens, tu votes, il y a encre sur ton doigt. Dès que tu finis de voter, on signe devant ton nom. Tu signes devant ton nom. Tu votes, tu signes devant ton nom. Donc, tous ceux qui vont venir après, qui n'ont pas leur nom sur la liste, on ne leur donne pas l'occasion de voter. Ils n'ont qu'à aller ailleurs. On ne leur donne pas l'occasion de voter. Et dès qu'on fait, on dépouille les trucs, les bulletins du vote, tous les résultats. Si c'est ton leader qui a gagné, tu prends tous les résultats, tu dis il faut signer. Les différents représentants des différents politiques doivent signer. Et les superviseurs doivent signer. Et tu communiques les résultats en même temps à ton bureau central. Ils sont déjà au courant de ce qui va se passer là-bas. Ils connaissent déjà les résultats de là-bas. Allô? 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 Allô?
pas décrocher. Donc, est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, au fond de la CEI, il faut mettre des gens responsables qu'on ne peut pas corrompre, qui vont obtenir tous les résultats que leurs représentants vont les communiquer dans les différents bureaux de vote. Ils sont déjà au courant. C'est-à-dire que tu communiques les résultats de ton leader et tu communiques les résultats du leader de l'autre. Et quand vous signez sur le papier, tu prends, tu fais photo. Est-ce que vous avez des appareils sophistiqués qui peuvent prendre des photos? Donc, dès que vous signez sur le papier, vous êtes convaincu, tous les différents représentants sont convaincus que c'est ce leader qui a gagné. Les résultats, chacun prend des photos comme preuve pour ne pas qu'on falsifie les résultats dès que les résultats vont arriver au bureau central. Pour ne pas qu'il y ait une tricherie. Ah oui. Et vous tenez la copie, vous tous, vous les représentants, vous tenez la copie, vous faites une pause où ça prouve que vous êtes d'accord sur les résultats qui sont sortis du bureau de vote. Donc, s'ils falsifient les résultats, on dit, voilà les représentants. Ils ont pris une photo avec, voilà, ces résultats. Ces résultats sont quittés où? Non. Ce sont ces résultats qu'on reconnaît. Voilà, ils ont signé, eux tous, ils étaient d'accord, ils ont pris une photo, ils avaient la feuille en main. Voilà. Donc, il n'y a plus de tricherie. Personne ne peut tricher. Est-ce que vous comprenez? Organisez-vous. Allô? Hello. Your Viber code is 8593887. Once again, your code is... Mais dis donc, qu'est-ce qui se passe? Donc vous voyez, et c'est comme ça, il faut faire. Mais si vous avez peur, si vous n'avez pas cette vision, comment faire pour vous organiser pour ne pas qu'on vous vole? Mais vous allez toujours fuir les élections. Parce que c'est cerveau contre cerveau. Le chien t'a déjà mordu. Tu veux encore repasser devant la cour. Comment tu fais pour ne plus que ce chien-là, il te remorde? Comment tu dois t'organiser? Tu dois te préparer quand même. Mais si tu as peur, tu dis non, comme il est là, je ne vais pas. Attends, c'est que tu es un peureux. Tu es un peureux, c'est que tu ne peux pas mener un combat. C'est que tu ne peux pas mener un combat. Allô? 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 Ah, mais c'est qui ça? Ah, merde. Donc, est-ce que vous comprenez? C'est ce que je soulignais à dire. Maintenant, les membres de Soro Guillaume, s'il vous plaît, tous les militants de Soro Guillaume, les soroïstes, s'il vous plaît, il y a eu assez de choses dans notre pays. Le pays a subi assez de conséquences. Le pays a connu assez de dégâts. Les Ivoiriens ont trop souffert. Ils souffrent encore. S'il vous plaît, mettez un peu d'eau dans votre vin. Si possible même de critiquer votre Soro pour sa vision, il est trop pressé. Il est trop pressé, il veut prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Demandez à Soro de se calmer. De se calmer. Tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Allô? Hello? Oui, bonsoir. Bonsoir mon frère. Ouais. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous attends. Ok. Merci de nous donner l'occasion de nous prononcer sur votre intervention. Oui. Je peux particulièrement me prononcer sur la manière dont les élections sont organisées en Côte d'Ivoire. Oui, nous vous écoutons. Tout ce que vous êtes en train de dire, c'est Oui. que passant des bureaux de vote, des PV et tout ça, des représentants des bureaux de vote, toutes ces choses ont été mises en place en 2010. Et Oui. je vous assure qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas tricher à une élection en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. À Oui. moins que tes représentants soient corrompus et Oui. qu'ils soient achetés pour qu'on puisse tricher à une élection. Parce que la procédure est simple. Tous les PV sont signés par les représentants des bureaux de vote. Oui. Les résultats sont affichés donc, devant le bureau donc, de vote à la fin donc,
de l'opération de vote. Oui. Et à la minute près, lorsque les élections sont terminées, tous les QG ont les résultats donc sortis des bureaux de vote. Oui. Et c'est ce qui s'est passé en 2010. Mais ça n'a pas empêché le camp Laurent Gbagbo Oui. de refuser donc, le résultat des élections. Donc c'est une question de bonne foi ou de mauvaise foi. Non, je ne suis pas là pour accuser un cas, mais je suis là pour donner des solutions en fait. Non, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un, mais ce que tu es en train de dire, Oui. nous Africains, nous nous connaissons, nous ne sommes jamais fair play. Nous ne sommes pas assez démocrates dans notre sang. Et lorsque nous perdons une élection, il est difficile pour nous d'accepter les résultats de cette élection. Sinon, toutes ces garanties sont déjà là aujourd'hui. Oui. Personne ne peut tricher à une élection, à moins que des représentants de bureau de vote, si on les a achetés, là, à partir de ce moment, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé d'accepter les résultats qui vont sortir dessus. Ouais, c'est ce que je dis. Comment faire pour empêcher les représentants d'être corrompus? Il faut les former. Donc si vos représentants ne sont pas corrompus, donc il appartient au parti politique de choisir des gens en qui ils ont confiance. Oui. Des gens qui sont dans la probité ou la moralité ne souffrent d'aucun doute. Oui. De sorte à ce que les résultats qui sortent ne soient pas des résultats qui soient falsifiés ou des résultats qui sont contraires à ce que le peuple aura choisi. Oui. Vous comprenez? Oui. À partir de cela, ce que nous devons comprendre, nous devons accepter les résultats des élections quand nous sommes convaincus que nous avons perdu. Oui. Il faut refuser, il faut éviter d'être, il faut éviter d'aller à une élection et penser que obligatoirement je dois gagner. Si je ne gagne pas, alors ces résultats ne sont pas valables. Vous comprenez? Oui. Donc, ce que nous devons tirer comme leçon de tout ce qui s'est passé en 2010, c'est d'être assez démocrate, comme les gens le font au Ghana, comme les gens le font au Sénégal, comme Oui. les gens le font au Bénin, comme les gens le font en France et aux États-Unis et ailleurs, partout dans les pays qui sont assez démocrates. Oui. Toutes ces garanties ont été mises en place, ont été décidées par le pouvoir d'alors et par l'opposition, et tout le monde est d'accord sur la procédure. Mais on a vu, les gens ont voulu empêcher la CEI de donner les résultats des élections. On a vu ce que Damana Picasso a fait sur le plateau de télévision. Ce n'est pas acceptable. Et les gens doivent pouvoir reconnaître les erreurs qu'ils ont faites et dire plus jamais ça dans notre pays. Voilà. Oui. C'est de ça qu'il est question. Tant que nous serons de mauvaise foi, même il faut mettre à la place des hommes, il faut mettre des ordinateurs, il faut mettre des satellites. Mais tant que nous serons de mauvaise foi, il y aura toujours des crises suite à des élections en Afrique. Ouais. Et particulièrement peut-être en Côte d'Ivoire où, là où les gens n'acceptent pas facilement les résultats des élections. Voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, merci pour votre brillante intervention. Yeah. Maintenant, je voulais intervenir sur un point que vous avez souligné Oui. concernant les armes. Oui. Vous avez parlé de désarmement, qu'il fallait faire des propositions Oui. à ceux qui détiennent des armes, de sorte à ce qu'on puisse donner quelque chose Oui. pour qu'ils ramènent donc les armes qu'ils détiennent. Oui. Mais cela a été fait par le DDR. C'est-à-dire que le DDR a demandé que tous ceux qui détiennent des armes, ça c'est depuis 2012, 2013, 2014, Oui. ils ont demandé que tous ceux qui détiennent des armes viennent les déposer et au lieu de 100 000, c'est 300 000 francs qu'on a proposé à ces personnes. Oui. Vous comprenez? Oui. D'autres sont venus déposer, on leur a donné les 300 000 francs, on les a enregistrés. Mais n'empêche que quand des gens veulent aboutir à un objectif, quand les gens ont leur objectif à atteindre, même s'il faut leur donner millions, ils vont toujours garder les armes. Parce qu'ils se disent qu'en renversant le pouvoir, ce qui est plus gros que les 100 000 francs, les 100 000 francs ou les 300 000 francs. Oui. Vous comprenez? Parce que dans nos pays africains, surtout peut-être en Côte d'Ivoire, vous voyez, tous les jeunes font la politique. Parce qu'on se dit que c'est dans la politique qu'on peut s'enrichir. Oui. Quand on prend l'exemple des Sorokyo, on prend l'exemple des Blé Goudé, tous ceux qui étaient autour de Blé Goudé, les Daboulou, Richard et autres, tous ceux-là étaient devenus riches. Parce qu'ils faisaient la politique. C'est des gens qui n'ont jamais travaillé de leurs 10 doigts. Oui. Mais toi, tu es en Europe, moi je suis aux États-Unis, je t'appelle depuis les États-Unis. Mais ici, tu ne peux pas avoir $1 sans avoir travaillé. Mais en Afrique, c'est différent. On voit des gens qui ne font rien, mais qui sont riches. Oui. Et tout ça à cause de la politique. Vous comprenez? Oui. Donc, tant qu'on ne va pas enlever dans notre tête que c'est par le travail qu'on peut avoir de l'argent, c'est par le travail qu'on peut réussir et qu'on peut prendre des raccourcis en prenant des armes ou en soutenant devenir quelqu'un demain. Mais l'Afrique va continuer comme ça. Moi, souvent, j'écoute vos débats, je vois non, c'est le franc CFA, c'est ceci. Ce n'est pas le franc CFA. Même aujourd'hui, là, la France n'a pas dit bon, je vous donne le franc CFA. Vous faites de ce que vous voulez, mais vous allez voir.
la situation ne va pas changer tant que nous-mêmes ne changeons pas de comportement. Vous comprenez? Moi, Oui. j'écoute souvent les débats des gens, non, c'est le franc CFA qui fait que nous sommes pauvres. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire de ces gens-là? Ceux qui veulent prendre les raccourcis pour s'enrichir, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? Bon, le mal, en fait, mon frère, ce qui est mauvais, c'est que le mal est profond. Oui. On a enseigné à cette jeunesse que par la facilité, il peut avoir de l'argent. Par la facilité, il peut devenir quelqu'un dans la vie. Vous comprenez? Le mal est profond. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va enlever ça de la tête des gens. Vous voyez qu'il y a plein de brouteurs. Vous comprenez? Oui. Mais c'est parce qu'on a enseigné que nous, peut-être que tu as fait la fessée. On a vu des jeunes, des gens qui sont censés avoir bac plus, mais qui font des choses pour avoir de l'argent. Au lieu d'aller à l'école, ils ne vont pas à l'école, mais ils veulent prendre toujours des raccourcis pour avoir de l'argent. Nous avons des choses dans notre pays qui aujourd'hui sont en train de détruire le pays. Ça c'est clair, ce n'est pas une question de Gbagbo Laurent ni d'Alassane Ouattara, mais la société elle-même est mal partie. C'est une société qui est gangrénée. Sa jeunesse même est pire que nos aînés. Cette jeunesse même est pire que nos aînés. Parce que personne ne veut travailler, mais on veut comment faire. On appelle ça les DE, le travail d'esprit. Comment faire pour avoir de l'argent facilement. Donc, c'est des choses qui ont été enseignées depuis les années 90. Ça fait près de 30 ans que ces choses-là persistent. Vous comprenez? Oui. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va arracher ça. Il faut une véritable sensibilisation de cette jeunesse. Il faut une vraie sensibilisation pour leur dire que c'est seul par le travail. Il faut se battre pour arriver à un résultat. On voit ça ici, les Américains font des homeless. Écoutez, ceux qui ont déjà fait ça, pour ne pas que la génération nouvelle prenne des exemples sur ça, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux? Moi, je dis, il faut une sensibilisation. Parce qu'on ne peut pas sanctionner les gens à tort et à travers. Mais est-ce qu'on ne peut pas sanctionner, ceux qui ont déjà essayé d'emprunter la voie du raccourci pour que ça puisse effrayer cette nouvelle génération? Est-ce qu'on doit les laisser comme ça pour que ça puisse donner une motivation aux autres? Non, ce qu'ils sont en train de dire, c'est que cette génération, il faut imaginer de 90 à aujourd'hui, ça fait près de 30 ans. Et c'est cette génération même, soit qui est au pouvoir, soit qui est dans l'opposition. Quand vous prenez les gens qui sont au pouvoir, vous prenez la jeunesse de ceux qui dirigent la jeunesse donc du parti au pouvoir, ce sont les gens de la FESI. Vous prenez tous ceux qui sont dans le FPI ou dans les partis politiques, ce sont les gens de la FESI qui dirigent. Vous comprenez? Oui. Donc toute cette nouvelle génération, la génération de 90, à qui on a enseigné ces valeurs-là, ces mauvaises valeurs, c'est cette génération qui est au pouvoir ou qui est dans l'opposition. Oui. Donc, tu veux les sanctionner. Ça veut dire que c'est toute la Côte d'Ivoire que tu vas sanctionner. Est-ce que tu comprends un peu? Oui. Non, en fait, c'est pour te faire comprendre que la manière forte, c'est vrai, elle est bonne. Mais moi, je pense qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser assez. Il faut corriger certaines choses. Est-ce que tu comprends? Oui. Il faut leur dire que c'est vrai, nous avons pris des raccourcis à un moment donné, mais il faut arrêter. Si on voit des gens continuer dans cette voie, ils seront véritablement sanctionnés. Mais si vous voulez sanctionner, vous allez sanctionner vraiment, peut-être c'est tout le pays qui va sanctionner. Parce que vous savez que la Côte doit faire plus de 63 ou 65% des jeunes. Oui. Et tous ces jeunes ont plus de 20 ans. C'est-à-dire que c'est des jeunes qui sont nés après 90 et qui ont acquis ces valeurs-là, qui ont ce comportement-là. Donc, pour pouvoir mettre toutes ces jeunesses en prison ou bien, donc il faut un véritable changement de comportement et de mentalité. Sinon, vraiment, c'est toute l'Afrique, c'est même pas la Côte d'Ivoire seule, mais c'est toute l'Afrique. Aujourd'hui, ça fait mal, vous voyez des gens qui sont morts dans l'eau. Mais généralement, on accuse tout le monde, mais c'est les gens même qui prennent le bateau. On leur montre à la télévision, sur Facebook, que des gens font une meurent, mais ils continuent de partir. Oui. Mais quand ils vont là, soit ils ont 1 million ou bien 1,5 million, mais c'est 1,5 million là, pourquoi ne pas prendre pour investir dans ton propre pays, faire de l'élevage, faire du riz, faire ceci, faire cela. Mais nous tous, nous voulons avoir le luxe, comme on vous voit en Europe, on voit la chaîne qui brille. Tout le monde veut avoir ça, tout le monde veut faire ça, mais tout le monde n'est pas appelé à avoir ça. Tu peux investir dans ton pays. Moi, j'ai vu un jeune Bula à Bégerville qui a commencé avec 60 000 francs, qui a fait son élevage de poulet. Mais aujourd'hui, là, il vit mieux qu'un fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Tu comprends? Donc, il faut un changement de mentalité. Que c'est en travaillant dur. On pense qu'en Europe, puis aux États-Unis, on peut avoir l'argent facilement. C'est pour ça que les gens tombent dans l'eau pour venir. Oui. On peut avoir l'argent facilement, mais c'est faux. Même les Américains qui sont ici travaillent dur.
Si tu ne travailles pas, tu vas dormir dans la rue, tu vas voir les homeless. Moi, la première fois que je suis arrivé aux États-Unis, j'étais choqué de voir des gens dans la rue, dormir dans la rue. Ouais. En Afrique, personne ne dort dans la rue. Et on a l'impression qu'ici, la vie est facile, on peut avoir l'argent facilement. Non, tu vas travailler pendant 12 heures de temps. Tu vas travailler pendant peut-être 3 ou 4 boulots, tu ne dors pas. Vous comprenez? Oui. Donc, en un mot, pour ne pas prendre trop ton temps, ça vous dit qu'il faut que la jeunesse africaine prenne conscience que nous devons travailler. Nous avons nos terres. Tu vois aujourd'hui dans nos villages, tous les jeunes sont venus à Abidjan. Ils ont laissé les terres là-bas. Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus rien. Quand on dit la vie est chère, même si vous enlevez Alassane Ouattara, vous mettez ou bien il ne va pas changer les choses. Tant que nous-mêmes nous n'allons pas nous donner au travail, on importe du riz. Alors qu'on a les terres, à Gagnoua, il y a les terres, il y a les bas-fonds. Mais personne ne veut travailler. Ceux qui tombent dans l'eau là, il peut prendre 1,5 million là. Tu investis dans le riz, tu vas gagner ton argent. Mais il se dit qu'aller rentrer dans l'eau là, à ce pote là, c'est trop difficile, il ne peut pas faire ça. Mais il préfère prendre des choses bateau pour partir en Europe. Tu vois que c'est insensé, c'est incompréhensible. Essayez de voir mon frère. Donc, Oui. en un mot, pour conclure, il faut un véritable changement de comportement et de mentalité à tous les niveaux. Que vous soyez FPI, PDCI, EDA, que vous soyez Congolais, Camerounais, il faut changer de mentalité. Que seul le travail paye. Et ce n'est pas un slogan, c'est la réalité. Seul le travail paye. Nos frères qui viennent ici, en Amérique, qui ne veulent pas travailler, tuent. Mais ils ne peuvent même plus retourner en Côte d'Ivoire parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas l'argent. Personne ne va te donner $1 si tu ne poses pas Dieu, mon ami. Oui. Donc, c'est pour dire, il faut qu'on prenne conscience que ce n'est pas le travail seul. Et arrêtez la corruption, arrêtez de plaire, arrêtez de nommer nos parents parce que nous sommes ministres ou bien DG. Donc, voilà un peu mon intervention. Merci. Merci pour votre brillante intervention. Je vous souhaite une très bonne soirée. Allez, bonne soirée, mon frère. Ciao. Vous ne voyez pas mon image. Je ne sais pas. Est-ce que vous voyez mon image? Bon, donc c'était la petite vidéo de ce soir. Ah bon? Donc bon, je vais couper la vidéo. C'est que, voilà, je vois qu'on dit l'image est floue. Donc je vais couper la vidéo. C'était l'incontournable bien, il a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux. Vive l'Afrique, vive la Côte d'Ivoire, en ensemble. Donc c'était mon message aux différents partis politiques et aux habitants de Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. On est ensemble. On signale ta vidéo. Oui, je pensais que j'étais seul. C'est pour ça que je signale. Ok, donc j'arrête la vidéo. Ciao.